Après 3 films réalisés à partir des années 2000, Sexy Beast en 2000, Birth en 2004 et Under the Skin en 2013, Jonathan Glazer a pris l'habitude, c'est un doux euphémisme, de diviser la critique autant que le public. Il en ira de même avec son nouveau film, La Zone d'intérêt, qui fut présenté en compétition au Festival de Cannes 2023. Mais curieusement, si le film fut diversement apprécié, ce furent ceux qui habituellement restaient au mieux dubitatifs ou plus sûrement indifférents au travail de Glazer, qui se révélaient être les plus fervents défenseurs de son nouveau film. C'est que La Zone d'intérêt est une véritable proposition de cinéma. Même si le terme est galvaudé et qu'il sert souvent de cache-misère, il s'applique parfaitement à quelques principes qui permettent de définir cette œuvre-ci sans trahir sa profondeur et ses intentions. Tout invite, du dispositif filmique très complexe et astreignant à la radicalité formelle en passant par la direction des comédiens parfois en improvisation ou alors, au contraire, totalement dirigée, à interroger les espaces représentatifs parcourus afin de se livrer à une interprétation qui inclut le savoir du spectateur. La zone d'intérêt est le terme qu'utilisaient les nazis pour désigner l'espace qui entourait le camp d'Auschwitz. Le terme a donné un roman de Martin Amis qui, lui, a donné une adaptation cinématographique, celle de Jonathan Glazer dont il est question ici. Le terme zone d'intérêt intrigue d'autant que Glazer a choisi de le prendre au pied de la lettre afin de créer une fiction qui se plaît à revisiter l'histoire à partir d'un œil contemporain. La zone d'intérêt, au regard du travail formel accompli ici, est à considérer selon plusieurs sens puisque plusieurs histoires se racontent et se rencontrent. Il y a bien entendu l'histoire de Rudolf Höss, le commandant du camp, installé paisiblement avec sa famille dans une maison avec un jardin seulement séparé du camp par un mur mitoyen. Il y a aussi une autre histoire, celle civilisationnelle, qui nous concerne tous et qui questionne notre manière de regarder et de considérer aujourd'hui la Shoah, d'en mesurer encore les conséquences et de lutter aussi contre son oubli. Et puis il y a, derrière tout ceci, en creux, une autre histoire liée plus directement au film, celle du regard. Une histoire qui nous interroge sur notre manière de nous projeter sur et dans les images que nous observons. La zone d'intérêt s'impose donc bien comme une proposition d'étude, comme a pu l'être, à sa manière, le fils de Saul de Laszlo Nemes. Jonathan Glazer tente d'apporter des éléments de réponse à ce qui vient d'être énoncé par l'intermédiaire du film considéré comme un support ou comme le matériau principal de ces interrogations plastiques, narratives ou philosophiques. Le spectateur est sollicité en permanence par des principes qui contredisent les règles de la composition du cadre. Les traditionnelles règles qui veulent qu'un sujet, pour créer une dynamique visuelle harmonieuse et riche de sens, soit positionné sur une ligne de tiers dans l'image, ne sont pas respectées. Les sujets sont souvent centrés. Ainsi, le spectateur est contraint de choisir un côté de l'image plutôt qu'un autre. À moins que ces choix esthétiques ne servent qu'à nous rappeler que le monde filmique peint par Jonathan Glazer se structure sur une division spatiale à 2 niveaux, la maison de Höss et le camp attenant. Ajoutons à cela un choix d'objectifs grand angle qui répondent à la volonté de positionner systématiquement les personnages dans un réseau de lignes qui constitue un ensemble d'éléments visuels qui tentent à ramener au cœur du propos l'humain et ses actes. La zone d'intérêt délimite un territoire dans lequel une cohabitation improbable s'improvise. Car à bien y réfléchir, Madame Höss est la voisine des prisonniers et réciproquement. De ce fait, avec cette entêtante présence du fantomal, les prisonniers, rien n'est beau, rien n'est attrayant, car même la beauté apparente du joli jardin des Höss est parasitée par un hors-champ lourd de conséquences. Ne pas voir le camp et ce qui s'y déroule le rend bien sûr encore plus présent. Le camp et ses légions de fantômes sont là, derrière chaque cadrage, derrière chaque action, derrière chaque mot, derrière chaque fleur. Au fond, ce ne sont pas les êtres humains qui sont au centre du propos, mais bien le camp de concentration. Car celui-ci conditionne tout, de l'image au cadrage, à la durée des plans, au comportement jusqu'aux échanges entre les personnages. En cela, la zone d'intérêt reprend à son compte la théorie de Hannah Arendt sur la banalisation du mal. Car le mal que diffusent les Höss est partout, dans chacun de leurs gestes, dans chaque regard, dans chaque mot, dans tout ce qui occulte le camp pourtant si proche. Car Höss et son épouse se comportent comme n'importe quel couple plus ou moins préoccupé par l'emploi de l'un des conjoints. Ce qui change donc ici, c'est le camp, son rôle, sa finalité. Et tout est affaire de rapport au camp. Et c'est là que Glazer réussit son film. Dans ses relations entre les espaces scéniques, ceux que nous voyons et ceux que nous devinons. La zone d'intérêt établit un lien entre la scène et l'obscène qui agit au niveau de la cérébralité du spectateur. Le film questionne ainsi notre niveau d'intérêt et d'implication dans notre manière d'envisager le monde sans éroder le souvenir de ces faits, histoire de ne pas oublier que le monstre est en chacun de nous et qu'il y a peu pour qu'il surgisse.